Alors, il y aura quelques redites avec Bérénice, parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Donc, parce qu'effectivement, il faut adapter la chirurgie à l'histologie de la tumeur rétropéritonéale. Donc là, je remets des images de tumeurs rétropéritonéales, mais c'est vrai que c'est la majorité des erreurs qu'on voit, nous, quand on voit les patients en post-op, c'est des chirurgies qui ne sont pas adaptées au sous-type histologique. On n'opère pas une tumeur bénigne comme un sarcome rétropéritonéal, on n'opère pas une tumeur germinale et en plus on ne la traite pas de la même manière, on commencera éventuellement par un traitement médical, mais même une tumeur maligne ne sera pas opérée de la même manière. Donc c'est absolument fondamental d'avoir un diagnostic avant d'opérer le malade. J'insiste là-dessus parce que le gros des erreurs qu'on voit, c'est ça. C'est des erreurs de stratégie chirurgicale et des chirurgies macroscopiquement incomplètes à l'insu des patients. Alors, il y a des éléments qui peuvent orienter, comme par exemple le fait que les vaisseaux soient vraiment inclus dans la lésion comme ça, avec un aspect polycyclique. C'est vrai que ça évoque le lymphome, mais là, on sera quand même obligé d'avoir la biopsie. C'est vraiment fondamental, hein. Donc ça, c'est vraiment le gros des erreurs. Si on n'a pas de graisse dans la tumeur et qu'on ne peut pas penser que ça peut être un liposarcome dédifférencié et que donc la tumeur est complètement indifférenciée, c'est vraiment fondamental d'avoir le diagnostic avant d'opérer. Vous voyez, là, par exemple, c'est un schwannome bénin. C'est évident qu'on fera tout pour garder le nerf crural. On va appeler le nerf crural. On ne va pas réséquer le nerf crural, alors que si c'était un schwannome malin, on serait amené à réséquer en bloc les racines du nerf crural. Donc c'est vraiment fondamental, et j'insiste là-dessus parce que en fait c'est le gros des erreurs qu'on voit. Nous, quand on les voit en post-op, les gens sont allés droit dessus. Je vous ai parlé hier d'un jeune homme qui a eu une pelvectomie totale sur un extempo de sarcome, et c'était un lymphome. Donc il faut avoir le diagnostic avant d'opérer. Et puis comme le disait Bérénice, s'il s'agit d'une tumeur graisseuse très bien différenciée et homogène, qu'il n'y a pas de plage de dédifférenciation, à ce moment-là, on peut avoir affaire à des lipomes ou des liposarcomes bien différenciés. Et c'est vrai que l'attitude sur le rein ne sera pas la même, parce que là, sur un lipome, c'est évident qu'on va garder le rein. Là, ça se discute d'enlever le rein de manière à faire une chirurgie compartimentale. Donc c'est vraiment très important d'avoir le diagnostic. Quand on a écrit les guidelines avec le groupe du rétropéritoine, là, la première chose qu'on a écrit, c'est de faire la biopsie par voie rétropéritonéale avec une aiguille de taille suffisante, de manière à avoir un diagnostic préopératoire. Alors les seuls où on pourrait éventuellement se passer de la biopsie, c'est quand on a à la fois du bien différencié et du dédifférencié, ou sclérosant. Là, ça peut être en fait du liposarcome sclérosant. C'est pas forcément du dédifférencié, mais enfin bon, radiologiquement, on peut pas faire la différence. Mais là, on sait que c'est un liposarcome dédifférencié ou sclérosant. Alors ceci étant, je pense qu'il vaut mieux faire par excès une biopsie percutanée par voie rétropéritonéale que d'opérer de manière inadaptée un sarcome rétropéritonéal. Donc comme Bérénice l'a dit, il faut le faire par voie rétropéritonéale de manière à ne pas contaminer la cavité intrapéritonéale, et donc pas de biopsie chirurgicale. Là, c'est l'exemple d'une jeune infirmière qui avait cette tumeur sous-péritonéale, qui aurait été assez facile à enlever en un bloc avec des marges saines, qui a eu une biopsie chirurgicale. Donc là, on a toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. D'une part, une biopsie chirurgicale, comme c'était un sarcome indifférencié, très rapidement, c'est sorti par la cicatrice. Et alors, en plus, ça a été fait juste sur le sphincter. Donc, du coup, j'avais été obligée d'enlever le sphincter et on l'avait reconstruit avec un lambeau de groin interne. Mais si vous voulez, donc là, c'est toutes les erreurs sur une malade. Donc, vraiment ne pas faire de biopsie chirurgicale, parce que la biopsie chirurgicale va contaminer la paroi, voire sortir par la cicatrice, et donc on aggrave une situation qui déjà à la base n'est pas toujours très favorable. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a certains sous-types qui nécessiteront un traitement néoadjuvant, comme les tumeurs à cellules rondes. Là, c'est une jeune patiente qui avait cette tumeur rétropéritonéale. Il s'agissait d'un Ewing extrasquelettique. Et c'est bien évident qu'il sera beaucoup plus facile d'opérer le malade sur une tumeur qui a diminué de volume, même s'il reste quand même le pancréas et le rein à enlever. Mais si vous voulez, c'est beaucoup plus facile
de faire cette chirurgie sur une masse de taille diminuée. Et de toute façon, ça correspond aux bonnes pratiques. Donc vraiment, l'importance d'avoir un diagnostic. Là, c'est un collègue professeur de médecine qui avait cette masse rétropéritonéale dans le mésentère, enfin infiltrant également le mésentère. Donc là, c'est évident qu'il faut aussi une biopsie pour avoir un diagnostic. En l'occurrence, c'était une tumeur desmoïde. On a décidé avec lui de faire un wait-and-see conformément au référentiel. Et vous voyez, la tumeur, finalement, je l'avais vue en 2016. En janvier 2019, il reste ça, là, une petite cicatrice dans le mésentère. Donc, si vous voyez, ça permet aussi, dans certaines sous-types histologiques, de discuter un traitement par observation quand c'est adapté. Donc ça, c'est pour résumer. Soit on a, pour une tumeur rétropéritonéale, soit on n'a pas du tout de graisse, et dans ce cas-là, on fera les marqueurs tumoraux qui, s'ils sont positifs, ce n'est pas la peine de faire une biopsie. Soit c'est négatif, et dans ce cas-là, on fera la biopsie préopératoire et le scanner thoracique. Si on tombe sur certains sous-types histologiques, de toute façon, ça sera un traitement médical d'induction. S'il s'agit d'un hyposarcome rétropéritonéal, on fera une chirurgie compartimentale, on discutera dans certains cas une radiothérapie préopératoire. Et puis si c'est une tumeur bénigne, on discutera soit une chirurgie limitée, soit éventuellement, s'il s'agit d'une tumeur desmoïde, une stratégie de surveillance ou un traitement médical. Et puis si c'est une tumeur qui est purement graisseuse, ça peut être un angiomyolipome, auquel cas l'imagerie est pathognomonique et on peut discuter de ne pas faire de biopsie. Si c'est un myélolipome, si c'est des images en verre dépoli, je pense qu'il faut faire la biopsie parce qu'on peut vraiment se faire avoir. Je suis la première à m'être fait avoir alors qu'on avait fait la biopsie. Finalement, on dit liposarcome et c'était à la fin sur la pièce, c'était un myélolipome, donc c'était embêtant. Voilà. Et puis, sur un liposarcome, on fera une chirurgie élargie. Alors, la deuxième partie, la deuxième étape, c'est de voir toute la tumeur. Donc, on a résumé ça dans un papier récemment. Je pense que c'est vraiment la deuxième grande cause d'erreur. Là, je vous ai montré des exemples. Là, vous voyez la partie dédifférenciée avec la partie bien différenciée autour. Le chirurgien a enlevé que la partie dédifférenciée avec un compte-rendu marqué XRS complète. Et donc là, vous voyez en post-opératoire le reliquat bien différencié. Là, c'est un autre exemple où il y a la partie dédifférenciée ou sclérosante en avant. Et sur le scanner, le chirurgien fait une XRS complète, entre guillemets, en laissant le rein. Et vous voyez en post-op, vous avez le reliquat, la partie bien différenciée de la tumeur qui reste en arrière. On peut quasiment dire la spécialité du chirurgien en fonction de ce qui reste. S'il reste de la tumeur en arrière du rein, c'est un viscéral qui a opéré. S'il reste de la tumeur en avant du rein, c'est un urologue qui a opéré. Donc on peut vraiment... Et en plus, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que comme ils n'ont pas analysé l'imagerie et qu'ils n'ont pas vu, entre guillemets, la partie bien différenciée, ils ne se rendent pas compte que l'exérèse est incomplète. Et puis finalement, le patient est adressé parce que c'est un sarcome, on fait un scanner post-op et il reste parfois 20 cm de tumeur. Donc c'est vraiment très important. Vous voyez, là, c'est un autre exemple qui est un petit peu plus... Là, on voit le rein qui est décalé en avant, la graisse bien différenciée, la partie dédifférenciée. Vous voyez, il y a une prolongation en avant de la veine cave avec d'ailleurs des calcifications, ce qui souvent est en faveur de la dédifférenciation. Et donc là, c'est typiquement des analyses radiologiques qui doivent être bien faites. Sinon, l'exérèse sera par définition incomplète. Là, vous voyez à nouveau à la fois du bien différencié avec quelques calcifications dans le psoas, et puis la partie à nouveau bien différenciée et des zones dédifférenciées autour du rein. Donc un volume qui est difficile, mais qu'il faut bien analyser, parce que sinon vous avez donc encore un exemple. Vous voyez, là la tumeur c'était tout ça, la partie dédiff en avant, la partie bien diff en arrière, et ça c'est le scanner post-opératoire avec toute la partie bien diff derrière. Un autre exemple qui a été opéré par un grand chirurgien parisien qui s'est dit c'est un gyste, et donc il a laissé toute la partie... donc on peut être un grand chirurgien mais pas du tout spécialisé dans le sarcome. Et donc vous voyez...
en post-op, vous avez un reliquat bien différencié. Et le problème de ça, c'est que s'il y a un reliquat, ça veut dire qu'il y a eu une effraction tumorale. Et donc, quoi que vous fassiez, le patient est exposé à un essaimage péritonéal. C'est ça qui est très ingrat, c'est que nous, on voit éventuellement le patient après, on peut toujours faire du compartimental, c'est 100% de récidive. Et donc, c'est vraiment hyper important de faire passer le message, le patient doit être opéré dans un centre expert, parce que dans les centres experts, on a l'habitude de voir la partie bien différenciée, et donc le patient aura une chirurgie macroscopiquement complète, ce qui est déjà pas mal. Parce que là, le problème, c'est que le fait d'en laisser, ça ouvre la tumeur. Voilà. Et puis, comme le disait Bérénice, rechercher les extensions anatomiques qui vont conditionner les labors chirurgicales de manière à pouvoir faire une exérèse monocloque, les extensions le long du cordon, les extensions à travers le cadre obturateur, à travers les chancrures sciatiques, à travers, on a des images communes, à travers le rachis, l'arcade, l'orifice sciatal. Tout ça doit être, pour le chirurgien, doit être vraiment recherché systématiquement parce que ça conditionne votre voie d'abord. Et puis rechercher aussi l'atteinte osseuse qui peut ne pas être évidente. Et là, non seulement ça change la voie d'abord, mais ça change le chirurgien. Parce que là, vous voyez, la biopsie, c'était chondrosarcome. Alors, c'est vrai que ça nous a un peu orienté à bien rechercher l'atteinte osseuse. Et donc, là, si vous voulez, c'est les orthopédistes. Et donc, vous discuterez de toutes ces techniques entre orthopédistes avec Philippe Andreact. Mais on voit aussi beaucoup de chordomes du sacrum et de chondrosarcomes comme ça, qui sont opérés par des viscéraux par une voie d'abord antérieure. Ils enlèvent ça en miettes parce qu'évidemment, c'est attaché au sacrum, donc ils peuvent pas l'enlever. Et donc, on se retrouve avec un drame, un essaimage péritonéal, et en plus... voilà. Donc, c'est vraiment important de rechercher l'atteinte osseuse qui peut être minime, mais qui conditionne et la voie d'abord et le chirurgien. Et puis, vérifier l'artère mésentérique supérieure, qui, sur des sarcomes rétropéritoneux primitifs, le plus souvent est refoulée vers la droite ou vers la gauche, parce que, donc j'insiste, si la mésentérique est en plein milieu, faire une chirurgie piecemeal resection sur une tumeur avec la mésentérique en plein milieu, c'est délétère. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est pire que de rien faire. Donc, franchement, à partir du moment où la mésentérique est en plein milieu, l'intérêt de la chirurgie est vraiment extrêmement limité. Alors, ensuite, discuter l'extension de la résection. Alors, en fait, la philosophie est différente pour les sarcomes viscéraux et les sarcomes des tissus mous du rétropéritoine. Pour les sarcomes viscéraux, en fait, globalement, ils sont mieux pris en charge parce que c'est des résections segmentaires d'organes. Là, vous voyez un exemple de sarcome de giste, probablement de l'estomac. Là, c'était un autre sarcome de vessie. Et donc là, finalement, c'est des exérèses où l'objectif, c'est marge saine, mais ce n'est pas une exérèse de tout l'organe. Comme on l'avait dit hier, éventuellement intérêt des extampos pour être bien sûr qu'on est sur des tranches saines. Mais finalement, c'est relativement bien fait parce que c'est une chirurgie qui est simple, finalement. Alors que le rétropéritoine, c'est les tissus mous. Comme l'a dit Bérénice, il n'y a pas de compartiment, ça englobe les organes. Et finalement, la philosophie est un petit peu la même que pour les membres, où on fera une chirurgie sans voir la tumeur. Là, l'objectif, c'est de ne pas voir la tumeur, alors d'avoir sur la plus grande superficie des marges saines. On ne peut pas avoir forcément des marges saines partout, parce que si vous voulez, sur l'aorte, vous n'allez pas enlever l'aorte, si elle n'est pas envahie, vous passerez dans l'adventice. Donc l'objectif, là, c'est d'avoir des marges saines sur la plus grande superficie. Donc, en fait, si vous voulez, il y a 2 études qui ont montré l'avantage de chirurgie compartimentale. C'était d'une part l'enquête de l'Association française de chirurgie qui a montré que les patients qui avaient une chirurgie compartimentale avaient un risque de récidive locale qui était très inférieur par rapport aux patients qui avaient l'énucléation simple de la tumeur. Et ça, c'est l'étude d'Alessandro Gronchi. Lui, c'était une autre méthode. Il a comparé la période où il faisait des énucléations simples de la tumeur à une période où ils ont fait des chirurgies compartimentales. Et là encore, on montre que le risque de rechute est inférieur. Et globalement, quand vous prenez les séries de la littérature, les séries où il y avait des chirurgies compartimentales montrent un taux de récidive locale
qui est inférieur aux séries historiques où il y avait des chirurgies à type dénucléation. Alors, en plus, quand on fait des reprises d'exérèse élargies après une chirurgie à type dénucléation, on trouve encore plus de résidus, de cellules résiduelles que pour les reprises d'exérèse élargies des membres. On en trouve dans à peu près 80% des cas, alors que dans les membres, c'est environ 50% des cas. Là, c'est l'étude italienne de Chiara Mussi. En fait, quand on analyse sur ces patients qui ont une chirurgie compartimentale l'infiltration des organes adjacents, quand on la cherche, on trouve dans près de 61% des cas une infiltration de ces organes. Et plus récemment, c'est une étude plus récente, mais qui est très intéressante, c'est l'étude de Chan Ho à Boston. Ils ont regardé l'infiltration des organes adjacents en fonction aussi de la dédifférenciation, c'est ce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure, de la dédifférenciation, en particulier des liposarcomes. Et on voit que plus la tumeur est dédifférenciée, plus l'infiltration tumorale est importante. Donc c'est vrai que pour une tumeur qui est dédifférenciée et qui est vraiment très adhérente au mésocôlon, en fait, on enlève le mésocôlon et le côlon en bloc avec la tumeur parce que ça permet d'avoir des marges saines sur toute la face antérieure de la tumeur. Après, sur une tumeur qui est très très bien différenciée, a fortiori s'il s'agit d'un patient âgé, on discutera un petit peu plus d'être plus conservateur sur le côlon. Donc la technique chirurgicale, il y avait eu un groupe, on s'était réunis entre chirurgiens qui font du rétropéritoine pour essayer de standardiser d'écrire un papier qui a d'ailleurs été le premier sur la technique d'exérèse de ces sarcomes du rétropéritoine. Et donc en fait, typiquement, pour une tumeur, là vous voyez un liposarcome bien différencié avec le rein qui est au milieu, c'est l'aspect que ça a en macroscopique. Si on voit que le côlon, son méso est complètement refoulé, adhérent, plus ou moins infiltré, on comprend très bien qu'il faille enlever le mésocôlon et le côlon en avant. Parce que si vous le laissez, surtout que c'est du bien différencié, vous ne ferez pas bien la différence avec du gras normal. Par définition, vous laisserez des reliquats microscopiques, il ne faut pas s'étonner que ça rechute. Et en arrière, finalement, la berge postérieure, c'est les aponévroses musculaires, du psoas, du carré des lombes un peu plus haut. En dehors, on passe entre le péritoine pariétal et les muscles obliques. Et donc, sur quasiment toute la superficie, on a des marges qui sont soit aponévrotiques, soit du mésocôlon et du côlon, soit du péritoine en dehors, soit les adventices vasculaires en avant. Là, c'est un malade visiblement qui avait la veine cave du mauvais côté. Voilà. Et donc, globalement, là aussi, sur le consensus qu'on avait écrit sur les techniques chirurgicales, on va dire que la majorité des chirurgiens sont en faveur d'une chirurgie compartimentale. Alors après, c'est toujours pareil, hein, quand vous donnez un consensus, il y a toujours des exceptions. Le patient qui a 80 ans, si vous pouvez garder le côlon, vous le gardez. Donc, ou un patient qui est en très mauvais état général, ou des patients chez qui, par exemple, vous avez un pontage vasculaire, vous essaierez d'éviter une résection digestive associée. Donc, si vous voulez, mais globalement, l'objectif, c'est une chirurgie compartimentale de manière à optimiser la qualité des marges sur la plus grande superficie. Et puis après, on discute en fonction du cumul d'exérèse que ça fait faire. Donc, si vous avez un pontage, par exemple, les vaisseaux iliaques qui sont en plein milieu, qu'il va falloir faire un pontage, d'une part, vous discuterez le type de pontage, éventuellement le faire croiser pour ne pas mettre le pontage dans le site d'exérèse avec de la lymphocèle qui va suinter pendant des jours et des jours. Et puis, éventuellement, vous essaierez de ne pas faire de résection digestive. Là, c'est l'étude qu'avait fait Maud sur la base du groupe sarcome français. Et donc, on voit très clairement qu'un patient qui a une résection qui est fragmentaire, il a malheureusement un pronostic qui est mauvais. Et on sait que ces patients, dès qu'il y a une effraction de la tumeur, en fait, ils récidivent sous forme de sarcomatose. Et malheureusement, au stade de la sarcomatose, on n'est plus curateur. La chirurgie n'est plus curatrice. Elle évitera éventuellement une occlusion, elle permettra des traitements médicaux, mais on n'est plus en situation curatrice. Donc c'est vraiment hyper important, et c'est pour ça que c'est important de voir les extensions des filets anatomiques, parce que si vous n'avez pas bien prévu
les voies d'abord, faut pas, voilà, on peut être très gêné. Donc ça, c'est un exemple de sarcome rétropéritonéal. Et vous voyez, en fait, donc là, on enlève le côlon et le mésocolon en avant. Là, c'est le péritoine pariétal en passant entre le péritoine et les muscles obliques. En arrière, là, vous voyez, on a enlevé l'aponévrose et visiblement un tranche de muscle. Là, on voit le nerf, les racines du nerf crural. Et donc, si vous voulez, on n'est certainement pas R0 partout, parce que je vous dis, les vaisseaux, c'est plus difficile d'être R0 parce qu'on ne les enlève pas s'ils ne sont pas envahis. Mais on est avec des marges saines sur la plus grande superficie. Alors parfois, on se bat un peu avec les anapathes parce qu'ils nous mettent R1 à des endroits où nous, on a l'impression d'avoir enlevé des aponévroses et tout. Mais bon, globalement, l'objectif, c'est d'avoir des marges saines sur la plus grande superficie. Donc là, vous voyez un autre exemple de liposarcome bien différencié. Bon, bah, c'est sûr, quand vous regardez l'arrière de la tumeur, y a des zones où on est marginal, même en enlevant le psoas. Voilà. Mais l'objectif, là, c'est un bloc et des marges saines sur la plus grande superficie. Alors après, pour les leiomyosarcomes, a fortiori de la veine cave, là, on est plus, ils sont classés dans les sarcomes du rétropéritoine, mais finalement, moi, je dirais un petit peu de manière abusive, parce que c'est des sarcomes, pour moi, qui sont des sarcomes viscéraux. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est d'avoir des marges saines sur les tranches de section de l'organe concerné. Et donc, pour un sarcome de veine cave comme ça, il n'y a pas d'indication à réséquer le côlon en avant, le rein s'il n'est pas infiltré. Enfin, là, en l'occurrence, on est obligé de l'enlever puisqu'on enlève la veine cave et puis Mais si vous voulez, pour moi, un sarcome de veine cave, c'est un sarcome viscéral, même s'ils sont classés dans les sarcomes rétropéritonéaux. Et la veine cave, on la rétablit, moi je ne les rétablis jamais, parce que finalement, quand la tumeur a grossi, il y a des tas de collatérales qui se sont développées, vous l'enlevez, il ne se passe rien du tout. Donc, et là, on voit, comme l'a dit Bérénice, l'épipoplastie qui est placée dans le site de l'exérèse. Donc, si vous voulez, quand on regarde la survie globale des patients quand ils ont eu une chirurgie compartimentale, vous voyez, ça c'est une étude qui a été la première collaborative avec des centres qui faisaient de la chirurgie compartimentale. Et vous voyez la survie globale, presque 70% à 5 ans. La CIR database, où là vous avez à boire et à manger, c'est-à-dire des chirurgies qui ne sont pas du tout compartimentales, là vous avez les taux historiques, c'est-à-dire une survie globale de même pas 50%, avec une différence de médiane de 5 ans. Et je ne voudrais pas dire, là, nous, on est sur des différences de médiane qui sont quand même très consistantes. On n'est pas dans des gains de PFS de 3 mois. Donc vraiment, c'est hyper important d'opérer le patient dans un centre expert parce que le gain en termes de survie globale est absolument majeur. Voilà. Alors, la morbidité de cette chirurgie, si vous voulez, elle n'est pas nulle. Elle est globalement pour dans les grades 3 de DINDO, c'est-à-dire les reprises ou les drainages percutanés, c'est 16% des malades dans la plupart des séries. C'est vrai qu'il y a des chirurgies qui exposent un petit peu plus à des complications, comme par exemple dès qu'on est obligé de faire une DPC, évidemment, ou des résections vasculaires, on majore un petit peu le risque de complications. Après, là aussi, alors c'est pas clairement écrit, mais étant donné que le risque de rechute, il dépend totalement du sous-type histologique, vous voyez, les leiomyosarcomes exposent au risque de rechute métastatique, alors que les TFS et les liposarcomes bien différenciés, le risque métastatique est voisin de 0. Par contre, à l'opposé, le risque de rechute locale, il est absolument majeur pour les liposarcomes, en particulier dédifférenciés, alors que finalement, les leiomyosarcomes exposent à un risque beaucoup moindre de rechute locale. Donc ça veut dire qu'en termes de chirurgie, même si ce n'est pas clairement écrit, on sera d'autant plus enclin à faire une chirurgie compartimentale pour un liposarcome, surtout dédifférencié, alors que finalement, pour une TFS ou pour un leiomyosarcome, a fortiori s'il est loin du côlon, on peut discuter une chirurgie qui soit moins compartimentale. Alors, ceci étant, ce n'est pas écrit, c'est accord d'experts, mais c'est vrai qu'avec l'expérience et les données de survie, ça incite à modifier un petit peu, moduler le type de chirurgie qu'on fait. Donc, Strass, Cécile en a parlé.
c'était l'essai de radiothérapie préopératoire. Alors, en fait, j'insiste parce qu'elle ne l'a pas dit. C'est vrai que, en fait, l'objectif principal, il y avait des events qui étaient définis et qui correspondaient aux rechutes locales, à la sarcomatose, aux exérèses incomplètes. Mais comme les ORTC avaient une angoisse folle de la radiothérapie, parce que quand on a écrit le protocole, on connaissait beaucoup moins la radiothérapie pré-op des sarcomes rétro. Je veux dire, c'était le premier essai. Et donc, si vous voulez, ça a été quasiment une obligation de rajouter les patients qui progressaient pendant la radiothérapie, si vous voulez. Et ça, c'était un event dans l'objectif principal. Et en fait, quand l'IDMC a analysé les résultats en cours d'essai, en fait, eux, ils avaient les résultats, ils se sont aperçus qu'il y avait plein de patients qui avaient progressé pendant la radiothérapie, mais qui finalement ont été opérés quand même. Et donc, c'était un petit peu dommage de les mettre comme des events et comme des échecs, et donc comme des échecs de la radiothérapie préopératoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette analyse de sensibilité. Donc, les résultats globaux, c'est l'essai négatif, on est bien d'accord. Mais quand vous faites l'analyse de sensitivité en enlevant les patients qui ont progressé localement mais qui ont été opérés, et ben dans le sous-groupe liposarcome, il y a un impact sur l'abdominal recurrence-free survival. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la radiothérapie pré-op à tous les liposarcomes rétropéritonéaux. Hein. Voilà. Et donc, la conclusion de SRAS, c'était sur le primary endpoint, l'essai négatif avec le follow-up qu'on a, parce qu'on sait qu'il y a quand même des rechutes qui sont beaucoup plus tardives, mais dans l'analyse de sensibilité, finalement, les liposarcomes pourraient bénéficier de la radiothérapie préopératoire. Par contre, il y en a qui n'en bénéficient absolument pas, c'est les sarcomes de haut grade et les lymphosarcomes. Voilà. Alors, après les indications sur les rechutes, il y a certains patients qui bénéficient d'une chirurgie. Donc ça, c'est l'étude encore sur les 1007 patients. Donc là, c'est les patients qui ont rechuté. Bon, les patients qui ont rechuté, quand ils sont opérés, globalement, ils ont une survie globale qui est meilleure. C'est bien évident que là, il y a des biais parce que c'est les meilleurs patients, entre guillemets, qui sont opérés. Donc on n'est pas étonné qu'il y ait une survie globale qui soit améliorée. Ceci étant, les patients qui bénéficient le plus de cette attitude agressive sur les rechutes, c'est évidemment les patients qui ont un délai important, en tout cas au moins 1 an, entre la chirurgie initiale et la rechute locale, les patients qui ont des bas grades ou des tumeurs bien différenciées. Et donc, bien évidemment, tout ça doit être discuté en RCP. Donc, vous voyez, il y a quand même des patients qui bénéficient de cette attitude agressive sur les rechutes. Là, c'est un patient que j'avais opéré en 2001 d'un liposarcome bien différencié, avec le foie à gauche, le rein droit à gauche et la veine cave au milieu. Donc, je l'avais enlevé en un bloc, mais c'était marginal partout. Donc, il avait fait une récidive en 2005, donc on l'avait opéré. Et puis en 2015, il avait une rechute contralatérale. Là, comme on a décidé de le surveiller. Donc, si vous voulez, ça montre que dans certains cas bien sélectionnés, en particulier des rechutes tardives et bien différenciées, la chirurgie a un intérêt. Donc, très clairement, cette chirurgie doit être faite dans un centre expert. Ça, je trouve presque scandaleux que ce ne soit pas fait dans certains cas dans un centre expert. Donc là, c'est sur la base du groupe sarcome français. En fait, c'est la survie globale des patients qui sont opérés dans un centre expert. Donc, c'est là. Et là, c'est la chirurgie faite hors centre expert, même si les rechutes sont opérées dans un centre expert. C'est-à-dire que le patient est opéré hors centre expert, toutes les rechutes sont opérées en centre, ils ont leur chimiothérapie en centre, leur radiothérapie en centre, ils ont tout ce qui est après la première chirurgie fait dans un centre expert, mais malheureusement, c'est trop tard. Donc, c'est ce qu'on se tue à dire, c'est la première chirurgie qui compte. Parce que si elle est mal faite, vous pouvez toujours faire des super trucs dans votre centre, et bien malheureusement, mais alors après, nous, on est tous confrontés à ça, et vous aussi dans vos centres. Mais je pense qu'il faut vraiment faire passer le message que cette chirurgie doit être faite en centre. Donc, pour conclure, le diagnostic doit être basé sur une analyse radiologique correcte et une biopsie percutanée pour la majorité des patients. En tout cas, ne pas la faire, il faut vraiment avoir bien discuté ça.
Une chirurgie en un bloc, parce que dès que la tumeur est ouverte, c'est 100% de décès. Avec les organes adjacents, on va dire, à adapter au sous-type histologique, à l'âge du patient, aux comorbidités, à la nutrition, etc. Mais on va dire que le standard à l'heure actuelle, c'est de faire une chirurgie compartimentale, voilà, en adaptant aux morbidités attendues en fonction du nombre d'organes qu'on résèque. Et puis, bien évidemment, ça doit être fait en centre expert. Voilà, merci.